Alors, je vais vous laisser vous présenter maintenant tous les trois. Éducation positive, éducation permissive. Je vais commencer par les femmes. Jean-Michel Pérez, ça vous va ? Merci bien. Blandine Hubert, je vous laisse vous présenter ce que vous faites et puis les sujets sur lesquels vous êtes particulièrement pointus. D'accord. Donc bonsoir à tout le monde. Donc Blandine Hubert, donc je suis maîtresse de conférences en psychologie du développement à l'université de Lorraine. Et alors les sujets sur lesquels je suis pointue, c'est un mot un peu impressionnant, mais je m'intéresse beaucoup au développement, qu'on peut dire cognitif de l'enfant. Et particulièrement, alors c'est un mot que je vais vous expliquer, mais je m'intéresse beaucoup à ses fonctions exécutives. Alors c'est plutôt tout ce qui va être lié un petit peu aux capacités de mémorisation, d'inhibition. Alors l'inhibition, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup d'enfants là qui ont fait leur rentrée en petite section cette année avec un environnement nouveau. Et par exemple, si la maîtresse ou le maître pose une question, l'inhibition, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'inhiber une réponse assez automatisée. Par exemple, quand on nous pose une question, la réponse automatique, c'est plutôt d'y répondre. Sauf que là, nouveau contexte de vie sociale, de vie collective, avec la règle où il faut lever la main pour pas que tout le monde puisse parler en même temps. Et donc, ce geste de lever la main, pour l'enfant, il n'est pas du tout automatique et il va être coûteux sur le plan cognitif parce qu'il va falloir qu'il réprime son envie de parler. Voilà. Donc l'inhibition, c'est ce qui nous permet aussi, par exemple, si vous êtes au travail, que vous êtes concentré sur une réunion, et là vous entendez votre téléphone qui vibre et qui vous envoie des notifications, vous allez devoir un petit peu inhiber cette distraction pour rester concentré sur la tâche à faire. Voilà. Donc moi je m'intéresse un peu à ces fonctions cognitives chez l'enfant et leur impact dans d'autres domaines du développement, notamment les apprentissages scolaires, ou encore les relations sociales. Donc les relations notamment avec l'enseignant. Voilà, si les relations elles sont plutôt conflictuelles ou l'enfant il est dans une relation de confiance avec son enseignant. Voilà un petit peu les domaines dans lesquels je suis la plus spécialisée, on va dire. Voilà, et on rentrera dans votre travail, comment vous faites pour observer les enfants et comment vous intervenez effectivement auprès de ce jeune public, les conclusions que vous pouvez en faire. Avec nous aussi, Kimberley Herman. Alors vous représentez l'école Montessori, car vous avez été formée à la fameuse méthode Montessori dont on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une micro-crèche Montessori à Nancy et vous êtes l'ancienne directrice de l'école Montessori de Nancy. On est d'accord ? Donc je vous laisse peut-être en dire un petit peu plus. Quel âge vous avez ? Alors effectivement, Kimberley Herman, je suis très engagée en fait auprès de l'association gérante donc de la microcrèche, l'accueil de loisirs, l'école primaire donc maternelle et élémentaire et le collège Montessori, donc qui se trouve à Villers. J'ai 27 ans, je suis maman et je suis éducatrice de jeunes enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Montessori, c'est vraiment un label, un stempel. Tout le monde ne peut pas prétendre faire ou être Montessori. Alors en fait, si. Tout le monde peut se prétendre Montessori, mais parce que c'est pas une marque déposée en fait. Si on veut reconnaître un petit peu les formations qualitatives ou en tout cas avoir un minimum de gages de qualité, il faut chercher la personne ou le label AMI, donc Association Montessori Internationale, qui va en fait valider tout ce qui est formation. Le contenu, le matériel, enfin voilà, il y a tout un tas de normes que l'AMI fixe pour que ça soit du Montessori tel que Maria Montessori l'a étudié, parce que du coup c'était une femme médecin, une chercheuse. Voilà ce que je peux en dire. On reviendra aussi à définir exactement qu'est-ce que c'est Montessori, et on est d'accord que c'est avant tout une pédagogie et pas forcément un style éducatif. Eh bien, tout à fait. C'est un petit peu le message que je vais avoir aujourd'hui. C'est il existe la pédagogie Montessori et l'éducation positive. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a des choses communes, bien sûr, autour de la question du respect de l'enfant, etc. Mais la pédagogie Montessori, c'est une méthode d'apprentissage plutôt sur le plan scolaire.
voilà. Il y a toute une attitude qui va avec et une réflexion sur la position qu'on doit avoir et ce qu'on met à disposition de l'enfant pour soutenir son développement, mais c'est une pédagogie, pas un type de parentalité, j'ai envie de dire. Jean-Michel Pérez, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Lorraine. Pourquoi on vous a fait venir, vous, à ce débat ou à cette rencontre ? Alors, pourquoi on m'a fait venir ? Moi, je ne sais pas, mais je suis heureux d'être là. Et ça me fait penser, en 2010, j'avais été invité à SL et Nancy pour parler des douces violences, en fait, et des micro-violences. Et pour les symboliser, alors ce que j'appelais ensuite les micro-violences, en fait, je les avais déjà très bien définies. Par exemple, vous êtes avec un bébé, vous faites « tu pues », c'est pas pareil que de lui dire « tu pues ». Voilà. Et il y a quelque chose de juste dans l'attitude qui va faire que les choses se passent ou pas. Alors depuis, les choses ont avancé et je travaille, oui, en tant que chercheur sur la question des micro-violences et des micro-attentions. Pourquoi ? Parce que les micro-violences ont comme conséquence, lorsqu'on les aura définies, qu'elles isolent de l'intérieur. Elles isolent et elles ont un sentiment d'isolement très profond de la part des personnes qui les subissent. Et le problème, c'est que l'isolement est la cause de mortalité la première dans les pays occidentaux. Voilà, d'où c'est important de s'intéresser à ces questions. On voit que l'armée, par exemple, parce qu'il y a une question qui revient tout de suite, mais l'armée, par exemple, a une procédure très forte à l'égard de ses membres. Et je sais pas, voilà, c'est très violent et tout le monde en prend pour son grade, mais c'est organisé pour faire corps. Donc c'est des violences, c'est des brutalités. Mais c'est pas la même chose que le « tu pues » ou « tu pues ». Ça donne quelque chose de très différent. Et je m'intéresse à ces questions-là et dans un cadre scolaire avec des effets de loupe, plus les populations sont éloignées de ce qu'on appelle la norme. Alors mon effet de loupe premier, c'est le rapport de l'école, des institutions, les relations interpersonnelles et les personnes dont ils ont la charge. Voilà, je vous invite, vous verrez peut-être après cette rencontre, à chercher sur le site The Conversation, enfin le journal The Conversation, qui est un journal où écrivent des universitaires, et il y a un article de vous sur les micro-violences, vous pourrez le partager facilement. C'est là que vous allez plutôt nous mettre, Jean-Michel Pérez, dans comment la société, en fait, fabrique ces micro-violences. Et j'imagine que ça vous fera aussi réagir les unes et les autres. Voilà un petit peu le cadre. Est-ce qu'il y a tout de suite une question de quelqu'un ? On commence par définir, alors ? On définit. On définit Montessori, très clairement ce que c'est ? Ok. Alors, la pédagogie Montessori, c'est donc une méthode développée par le docteur Maria Montessori, qui était du coup première médecin italienne, qui en fait a dédié sa vie à la recherche et le développement de cette pédagogie avec du matériel spécialisé. Elle a on lui a confié en fait des enfants dont personne ne voulait à l'époque. Alors j'ai oublié la date, mais ça fait plus de 100 ans. Dans un asile psychiatrique où à l'époque les femmes et les enfants étaient dans le même espace, même si l'enfant était né pendant l'hospitalisation de la dame. Et donc c'était un peu des enfants délaissés et on lui a dit voilà, fais-en ce que t'en veux. Elle a développé des choses avec ses enfants pour qu'ils passent l'équivalent du certificat d'études en Italie. Et là, elle s'est dit tiens, il y a quelque chose parce que du coup ces idiots, c'est comme ça qu'elle les appelle dans ses livres, ont obtenu le certificat d'études alors qu'ils n'avaient jamais fréquenté aucune école, aucune instruction. Elle a commencé à faire des recherches, à publier des choses. Et là, à Rome, on lui a confié un endroit où les enfants étaient un peu délaissés. Elle a créé ce qu'on appelle la Casa de Bambini. Et c'était un peu des enfants qui traînaient dans le quartier, etc. Et elle s'est mise à faire des études sur ces enfants. Elle a proposé du matériel qui est inspiré de ce gain. Et elle l'a perfectionné au fur et à mesure du temps pour que vraiment ça réponde aux enfants et que ça facilite les apprentissages. Voilà ce que c'est à la base la pédagogie Montessori. Et il y a tout un tas de choses autour de l'ordre de la philosophie et de la croyance qui sont aussi développées. Mais aujourd'hui, on en retient surtout le matériel. Quand on parle de Montessori, on parle du matériel. Mais c'est pas que ça. Et quand on entend parler des écoles Montessori, ce sont des écoles où les enfants font ce qu'ils veulent.
Alors, ça c'est la belle croyance, parce que comme elle le dit très bien, il n'existe de liberté que quand il y a un cadre. Donc en fait, les enfants, ils sont mis dans une structure qui est différente de ce qu'on peut retrouver dans le système classique ou qu'on a l'habitude de voir, mais ils reposent sur des normes et des choses très exigeantes finalement envers les enfants. Ils doivent être respectueux du matériel, des autres. Ils ont un libre choix du matériel qu'ils vont utiliser, toujours sous le regard de l'adulte, donc de l'éducateur. Mais voilà, ils font pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le bazar dans la salle, des enfants qui crient ou qui font uniquement du dessin toute la journée. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est dans un environnement structuré, encadré, avec des règles claires. Et tous apprendront le même programme de français, de maths ou de sciences de la vie. Bah, si je parle du coup en France, parce que dans les autres pays, je ne suis pas spécialiste du système, mais en France, les écoles, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, elles doivent répondre à la fin aux mêmes exigences fixées par le ministère de l'Éducation nationale. La seule différence, c'est qu'en école Montessori, les enfants, ils ont 3 ans pour atteindre les attendus de fin de cycle et ils n'ont pas un programme à suivre année par année. Ce qui laisse en fait le temps aux enfants de voir vraiment le champ des compétences possibles sans avoir la contrainte en petite section il doit faire ça, en moyenne il doit faire ça et en grande section il doit faire ça. Non. À la fin de la grande section, il doit avoir vu l'ensemble du programme de maternelle et répondre aux exigences. Voilà. Est-ce qu'on a des maîtres des écoles, des instituteurs ou des institutrices dans la salle ou des futurs enseignants? Non. L'éducation positive, si vous voulez bien la définir, parce qu'on se dit, mais alors si c'est pas éducation positive, c'est éducation négative, c'est... Comment faire pour définir? Alors, moi, je préfère parler déjà de styles parentaux, et personnellement, j'aime beaucoup la définition ou m'appuyer sur les styles parentaux donnés par Diana Baumrind, qui a commencé à les étudier dans les années 60 aux États-Unis. Et pour elle, les styles parentaux, c'est un mix entre 2 grands aspects. Entre, d'un côté, ce qu'on va appeler la sensibilité parentale, la façon dont le parent va répondre aux besoins de l'enfant, et d'un autre côté, l'exigence parentale. Et finalement, quand on croise d'un côté les exigences parentales et la sensibilité parentale, Diana Baumrind, elle a dégagé 3 grands styles parentaux. Le style permissif, finalement, il y a très peu d'exigences parentales et également peu de sensibilité parentale. Le style autoritaire, où il y a une très grande exigence de la part des parents, mais peu finalement de sensibilité parentale. Et le style démocratique qui allie à la fois une assez forte exigence parentale avec une sensibilité parentale assez élevée. Et pour moi, si je devais définir l'éducation positive, mais pour moi c'est presque un pléonasme en fait de parler d'éducation positive, parce que l'éducation doit être positive pour le développement de l'enfant. Qu'est-ce que vous appelez la sensibilité parentale? La sensibilité parentale, c'est la manière dont le parent va répondre à l'enfant. Par exemple, c'est quelque part la façon dont il est attentif finalement à son enfant. Par exemple, s'il comprend que là, l'enfant le sollicite. La sensibilité parentale et le style parental sont liés, se nourrissent ou s'opposent? Voilà, en fait, le style parental, la sensibilité parentale décrit finalement le style parental que va développer le parent. Et donc pour moi, l'éducation positive se rapprocherait plutôt du style démocratique qui a à la fois des exigences parentales. Donc comme ma collègue le dit dans la pédagogie Montessori, c'est pas ce que l'enfant veut faire, mais c'est qu'il y a un cadre structurant qui aussi est là pour aider, soutenir, étayer le jeune enfant. Surtout que le jeune enfant qui est jeune, n'a pas son développement, il est en pleine maturation, donc il a besoin d'être étayé sur les plans émotionnels, sur les plans cognitifs, c'est ce qu'on appelle l'hétérorégulation par ses parents. Alors, Nadine de Mojo, qui n'est pas là, mais qui est psychologue à la fois à l'université et aussi en cabinet libéral à Metz, je peux quand même vous dire un peu ce qu'elle me disait, c'est qu'effectivement, elle rencontre beaucoup de parents aujourd'hui dans ses consultations qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent plus quoi faire et qui
parfois ont oublié effectivement ce dont vous parliez, qui était la liberté, mais dans un cadre. Hein. On va avancer sur ça, sur ce conflit parfois des générations, quand on voit les grands-mères qui sont dans la salle et qui sont un peu surprises face à l'éducation des jeunes générations. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, vous, Blandine ? J'ai envie de leur répondre que c'est... la société, c'est vrai qu'elle évolue et on n'a jamais été aussi centré sur l'enfant. C'est-à-dire que plus la société elle évolue, plus l'enfant il a été mis parfois au centre de la société. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas que les grands-mères qui sont perdues parce qu'on parle tellement de l'enfant, du développement de l'enfant, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, que je pense que les parents, les grands-parents, ils entendent 3 injonctions différentes dans la même journée. On parle aussi de plus en plus de burn-out parental, par exemple, même par exemple avec des personnes qui me prônent l'éducation positive, parfois de manière un peu, qu'on pourrait appeler un peu extrémiste. Finalement, le parent, il doit être en plein stress, en train de se demander s'il n'est pas en train, tous les 5 minutes, je caricature, mais de dévaloriser son enfant, de savoir si là, quand il le reprend, il n'est peut-être pas trop dur. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a de quoi être perdu peut-être aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit que les grands-mères. Jean-Michel Pérez, vous vous intéressez plus à la sphère de l'école qu'à la sphère familiale, on est d'accord ? Ça me sert de levier pour comprendre des phénomènes. Qu'est-ce qu'on appelle, comment vous définissez, vous, une micro-violence ? Justement, je vais rebondir par rapport à ce qui était dit. C'est que les parents vivent dans un système. Et si on ne prend pas en compte cette notion-là, on va avoir du mal à se dégager d'une réponse binaire oui-non. Il faut se dégager d'une réponse binaire, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en France, les parents habitent en France. Or, le système français se caractérise par un système informatif descendant. C'est pas qu'il est mauvais, le système français, mais il est structurellement organisé depuis la Révolution autour de la nation, autour de ces notions d'égalité, que tout se passe partout sur le même territoire de la même manière. Donc, en tant que citoyen, on est gouverné par ces objets-là. Et c'est très différent si on est en Allemagne, si on est en Suède. Que si on commence à parler d'éducation positive, ça ne sera pas du tout de la même manière que l'on va l'aborder si on est citoyen, sans qu'on le sache, si on est citoyen allemand, par exemple. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, ce qui prédomine, c'est la loi fondamentale. La loi fondamentale est liée à la dignité humaine, protection des institutions sur la dignité humaine. Et la dignité humaine s'entend de l'enfant jusqu'à la fin de vie. Donc ça veut dire que quiconque né comme être humain a des droits que l'institution doit se doit de protéger. Et en France, on ne réagit pas. En France, la Constitution dit que la souveraineté, l'égalité se fait au service de la nation. C'est les axiomes premiers dans lesquels on est. Donc l'école est construite sur ce modèle qui est un modèle transmissif, la même chose sur le même endroit, au même territoire, tout doit se faire de la même manière. Nos voisins allemands envient cette structure informative descendante, etc. Mais vous voyez bien qu'on a cette posture-là, tout passe par le ministère, l'organisation, on est habité par ce type de fonctionnement-là, et donc les minorités, eh bien, soit elles se plient à cette fourche codine, soit c'est une injonction paradoxale. Pourquoi ? Parce qu'on demande aux gens d'être bienveillants. L'école est dite bienveillante, c'est l'école de la confiance. C'est un monde où il faut être doux avec les enfants. Or, ces mêmes enfants n'ont pas de droits. La gifle, par exemple, la violence physique auprès des enfants, bon, là, je vais réagir des gens, mais dans un sens intéressant, puisque c'est le propre d'OVO et de tous les gens qui ont travaillé dessus. La gifle est interdite depuis 2019. Déjà, vous vous rendez compte, il a fallu attendre 2019 pour que la violence physique soit interdite, abrogée, la violence publique étant la police. Ça se discute, ou ça ne se discute pas, mais elle y est. Sauf que elle n'est assortie d'aucune sanction. Imaginez-vous un instant, vous roulez à 80 km/h, vous dépassez 90 km/h, il ne vous arrive rien, il faut attendre 200 km/h pour qu'il vous arrive quelque chose. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en France relativement à l'enfant. Donc l'adultisme et puis l'enfantisme, etc., ce sont ces questions où, parce qu'on est gouverné de fait, de droit, par le fait que nous, en tant qu'adultes, on est supérieur à l'enfant, il n'a pas plus de droits qu'un cheval, en fait. Et, enfin, bon, là, j'exagère un peu, parce que le cheval a moins de droits, en fait. Voilà. Alors que l'enfant, là... Mais vous voyez l'injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on va avoir une école qui fait quoi ? Est-ce que l'école permet d'accéder au savoir ? On a toute une littérature sur ça, mais non, elle permet d'accéder au savoir et en même temps, elle demande à faire norme, le fameux... Et donc, les deux ne vont pas ensemble.
pour accéder au savoir, toutes les pédagogies nouvelles l'ont montré. Il faut permettre aux enfants, sous un cadre organisé, que le savoir vienne par eux-mêmes. Donc ça va être vraiment... bon, tout le monde s'est entendu parler un petit peu alors, avec les techniques, etc. Et derrière, en même temps, on le dit, si jamais tu bouges d'un iota, on va te mettre à la norme. Une bonne baffe, ça va te faire du bien. Et j'ai des souvenirs scolaires qui sont extraordinaires, où on va avoir des enfants, des adultes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui sont en formation, donc les survivants du système scolaire, Master 1, 1 million sur 14 millions, qui traversent le système, et qui ont eu, donc les survivants du système, parce que les autres, ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas le parler, ces souvenirs dont je vais parler, et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils se sont attachés sur les chaises, qu'ils sont bâillonnés, qu'ils se sont fait pipi dessus, parce que ce n'était pas l'heure de se faire, et que c'était comme ça, etc. Et c'est monnaie courante, ce n'est pas de l'ordre du spectaculaire. Le fameux harcèlement, et j'en reste là, sinon ça va, le fameux harcèlement, dont on dit par rapport, et qu'on nous rabat les oreilles avec les effets journalistiques, etc. Le pauvre juge ne peut arbitrer que par rapport au droit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a décès d'un enfant? Il va dire, comment j'arbitre pour savoir? Le seul moyen qu'il a d'arbitrer en France aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait une intention de nuire. L'intention de nuire, elle ne peut jamais être avérée. De surcroît, ce qui va se passer, c'est que la personne va être acquittée. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de moyen de juger, donc elle sera acquittée. Vous voyez l'adultisme où elle se joue, il se joue là, en fait. Voilà. Oui, vous expliquez dans cet article que les micro-violences, en fait, ce sont des adultes qui reproduisent des comportements qui viennent de leur histoire familiale, souvent, à l'intérieur d'un système. Donnez-nous des exemples concrets de micro-violences. Oui. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà, je l'ai oublié, et puis hop, la personne se sent. Dès que vous sentez en vous-même que vous avez une forme de supériorité sur l'affaire, vous êtes dans une posture de micro-violence. C'est typiquement la micro-violence. Et donc, ça va pour les femmes, le genre féminin, on a autorisé l'école en 1830, etc. Mais vous voyez les problèmes, ne serait-ce que pour traverser une rue, les problèmes que ça pose. Lorsqu'on est femme et qu'il est 18h le soir, elle se loge de partout. Elle va se loger, par exemple, sur des petites choses, comme par exemple, tu comprends pas que tu seras grand. Ou rien. Troisième personne, oui, il va bien, mais ça sera... on aura plein d'exemples qui vont arriver. Et à contrario, c'est là où je veux insister, c'est que si ça provoque de l'isolement, si la personne se sent inutile, à ce moment-là, ça devient un problème. Ce n'est pas si la microviolence existe. Et par exemple, vous avez des gens qui vous disent, moi je me souviens, j'étais à la maternelle, la personne a 22 ans, et j'ai entendu l'enseignante dire à ma maman, Sam réussira toute sa vie. Et la personne vous dit 20 ans après, moi ça m'a apporté toute ma vie. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sans le faire exprès, l'enseignante ne le sait pas, elle ne parlait même pas à la personne, mais le fait qu'elle ait eu ce rapport-là, pour la personne, c'est devenu un moment essentiel qui lui a fait, malgré la dureté de ces dites micro-violences, l'a fait rester finalement dans un axe qu'elle a choisi. Alors elle a choisi, on voit bien, de manière délétère, mais elle l'a choisi en fonction des autres micro-violences qu'elle a pu subir. Et les micro-violences existent aussi dans les familles, dans les maisons. Elles existent en France, elles existent de partout, mais elles sont pas mauvaises. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en tension avec ce que j'appelle les micro-attentions. C'est-à-dire il faut pouvoir en discuter. Et donc la réponse binaire, est-ce que l'école positive, oui, non, et ça tue le débat, on ne peut pas. Parce qu'on est tous Einstein disait, on est tous des bourreaux, on nous a mis des technologies dans les mains d'un psychopathe. Je l'avais déjà dit de ce point de vue-là. On est tous des bourreaux de l'éducation de demain. On ne sait pas faire puisqu'on est dans une société violente. Et même en Allemagne, ils ont des problèmes, même si long. Donc en fait, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir échanger. Mais c'est très difficile de pouvoir échanger puisqu'on ne nous demande jamais notre avis en tant que personne. Ou alors il faut que je sois à ma place là. Et donc je vais arrêter de parler. Voilà. Les micro-attentions pour compenser les micro-violences, ça veut dire quoi? C'est que le système doit se repenser? Je fais 2 enquêtes et je demande aux gens un souvenir plus et un souvenir moins de l'école, simplement. Un souvenir qui les a intéressés et un souvenir moins, c'est tout. Et cette enquête-là, répondez-y, parce qu'on a des trucs absolument terribles. Je vous parlais de la sauvagerie humaine qui s'exerce dans les microcosmes
de l'école, mais en famille, évidemment, c'est pire, puisque vous avez le 1 sur 5 de violences sexuelles. Puisque l'enfant n'a pas de droit, on fait ce qu'on veut avec, en gros. Hein. Et donc, là, on est 50, 1 sur 5 violences sexuelles, produites ou reproduites, etc. 1% de personnes qui ont été violées avérées qui auront un jugement acceptable. On voit qu'on n'est pas du tout dans un rapport l'adultisme où les minorités peuvent s'organiser. Bon, une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que dans l'école, si vous êtes là presque, c'est que vous avez tous quelqu'un à un moment donné, quelqu'un qui vous a dit un truc, qui vous a permis de traverser ce flux-là. Et donc, ça c'est intéressant parce que sous certaines conditions, et là on l'a aussi, hein, je vous parlais de cet exemple d'un enfant, une autre personne juste avec un regard qui va donner confiance à l'élève et qui va du coup le redonner foi. Les psychologues, par leur sens de l'écoute, redonnent foi, redonnent sens à quelque chose où les personnes se sentent reliées. Et c'est cette histoire de reliance qu'il faut pouvoir traverser. C'est-à-dire, on est un collectif, on est seul, on meurt seul. On est des êtres complètement singuliers. Mais si on n'a pas quelqu'un à côté de soi, on meurt. L'être humain ne peut pas vivre si on n'est pas plusieurs. Et donc la question, c'est comment on fait unité, vivre ensemble, comment on fait norme quand on est dans ces situations-là. Voilà. Blandine Hubert, comment vous étudiez la capacité d'apprendre des enfants en fonction du contexte affectif, favorisant, dans lequel ils sont? Comment vous définissez déjà l'éducation positive, vous ? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'éducation positive. Pour moi, c'est plutôt un style parental qui serait dit démocratique. Démocratique, donc, où, par exemple, le parent, il va soutenir l'autonomie de l'enfant. Soutenir l'autonomie, c'est, par exemple, lui laisser l'ouverture du débat, lui poser des questions, savoir écouter son avis, pas lui imposer un avis particulier. Et avec, en interaction aussi, une certaine exigence parentale qui doit poser un cadre, qui doit poser des limites dont a besoin l'enfant pour un développement qu'on pourrait appeler positif. Puisque, comme dit tout à l'heure, l'enfant il a besoin d'être étayé sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel. On peut donner, tout à l'heure je parlais de sensibilité, par exemple, on étudie beaucoup plus la sensibilité maternelle que la sensibilité paternelle. C'est pas qu'on veut pas étudier la sensibilité paternelle de nos jours, mais on a plus de mal à faire venir les papas au laboratoire que les mamans ou à les faire participer à nos études. Donc, il y a plus de données actuellement sur la sensibilité maternelle. Et on montre que la sensibilité maternelle, par exemple, ça aide l'enfant à se réguler sur le plan cognitif ou sur le plan émotionnel, puisque la sensibilité maternelle, par exemple, on peut l'observer dans des sessions de jeux libres. Donc, on va observer ce qu'on appelle les dyades mère-enfant. On va placer des jeux, donc toujours les mêmes pour chaque dyade, et on va observer les interactions, généralement qu'on filme entre l'enfant et la mère, et on va observer, donc on va coder la sensibilité maternelle. Par exemple, si l'enfant, à un moment donné, il peut se mettre à pleurer, etc., comment est-ce que la mère, elle y répond ? Et par exemple, dans des situations de tristesse, c'est les moments d'étayage émotionnel, d'étayage cognitif de la mère, où elle peut lui dire « tu pleures, est-ce que tu es triste ?» Et là, elle va lui transmettre finalement un agent psychologique, c'est-à-dire qu'elle lui fait comprendre que c'est une personne à part entière qui peut éprouver des sentiments qui, à ce moment-là, peuvent être différents de ce que la mère ressent. Vous voyez, c'est ça, l'étayage. Et plus les parents sont sensibles à la situation de leur enfant, plus ils y répondent. Alors, parfois, ils se trompent, parfois, ils interprètent mal l'émotion, etc. Mais ils aident l'enfant, lui, petit à petit, à décoder ce qu'il est en train de ressentir. Ça, voilà, vous voyez. Et un parent qui le fait, l'enfant il va acquérir du vocabulaire sur le plan émotionnel qui est un préalable pour réguler petit à petit ses émotions. La réponse opposée à l'éducation positive, ça serait de dire quoi à l'enfant ? Ce serait, par exemple, la négligence. Par exemple, il se met à pleurer, je change pas la façon dont j'interagis avec mon enfant. Voilà, ce serait de la négligence, ne pas répondre. Tu pleures, reste dans ton coin. Voilà. Il y a un autre. Alors, ce qui fait que
on se retrouve aujourd'hui, pour les grands-mères qui sont là, j'imagine, avec des parents qui passent leur temps à discuter et à décrypter avec l'enfant ce qu'il vit. C'est ça ? Oui. Alors après, il faut aussi, comme on disait tout à l'heure, la pression en ce moment, elle est peut-être trop forte, je pense, sur l'éducation des enfants. Et c'est vrai que on le vit tous, hein, quand on rentre le soir, le parent il peut être fatigué, il peut être plus fatigué, être moins attentif aux besoins de ses enfants, parce que lui-même sur le plan émotionnel, c'est plus difficile pour lui. Donc décrypter en permanence, non. Mais par contre, être attentif à un moment donné, se dire aussi en tant que parent, s'autoriser à se dire aussi qu'on s'est trompé. Par exemple, le soir, on est fatigué, l'enfant ne veut pas manger, on n'a pas été aussi sensible qu'on le voudrait. C'est aussi parfois dire je suis désolée, là je me suis énervée un petit peu trop vite, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. C'est aussi finalement étayer son enfant, lui dire on peut se tromper, on fait pas toujours comme on veut. Le parent, il n'est pas parfait, l'enfant n'est pas parfait, on est des êtres perfectibles. Voilà. Et Nadine Demojo, qui n'est donc pas là ce soir et qui était psychologue et maître de conférence en psychologie, me dit malheureusement, on en arrive face à des parents qui s'excusent auprès de leur enfant ou qui demandent l'autorisation à leur enfant, par exemple, de prendre rendez-vous avec l'institutrice à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je pense que le parent doit rester le parent, il doit être le guide de l'enfant. L'enfant et particulièrement le jeune enfant, c'est une éponge. S'excuser de faire quelque chose qui va pour le développement de l'enfant, ou en tout cas d'être cohérent et d'être humain, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Lui expliquer pourquoi on prend rendez-vous avec l'institutrice, être transparent sur ce qu'on fait, ne pas cacher à l'enfant de choses, pour moi c'est tout à fait OK. Après, voilà, ça reste le parent, la figure d'autorité. C'est le parent qui fixe le cadre. Le cadre, c'est pas quelque chose de négatif, c'est sécurisant. Il faut que l'enfant trouve le cadre pour se sentir en sécurité. Et tout ça, c'est le parent qui l'amène, mine de rien. Donc après, voilà, il y a différentes réponses à avoir auprès de l'enfant. On peut quand même l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de répondre à ce que l'enfant aimerait, mais on peut en tout cas entendre ce qui verbalise. En tout cas, ça va l'aider à verbaliser plus tard effectivement les émotions, les choses comme ça. Valider une émotion, ça ne veut pas dire valider un comportement. Donc déjà là, il y a une limite qui doit se fixer, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître que l'enfant est en colère sans accepter, par exemple, qu'il jette ses jouets. Et là, le parent doit intervenir parce que dans la société, auprès des autres, etc., c'est pas OK de jeter ses jouets, c'est pas OK de taper les autres enfants, les autres adultes, peu importe, ça c'est interdit par la loi et il faut le nommer. Il faut nommer ce qui est interdit avec toujours quelque chose de clair, de concret, de cohérent et avec des conséquences pour que l'enfant comprenne à la fin. Et plus ils sont jeunes, plus il faut le répéter. Mais ils construisent aussi leur chemin de petits neurones. Donc du coup, plus on le répète avec la même type de réponse, avec la même situation et sans ajouter trop d'émotionnel, il va y avoir un lien qui va se faire avec l'enfant et le comportement va cesser. Voilà un petit peu moi où je mets la limite quand même sur ce type de réponse des parents. Jean-Michel Pérez, est-ce qu'il peut y avoir encore des parents qui sont le cadre et qui représentent l'autorité ? Vous dites les parents sont bien. Les parents sont bien. Non, ils sont pas bien. Ils sont dans les structures de pouvoir comme les autres. Et les éducateurs, les enseignants, pareil. Donc, je viens de vous dire que les enseignants reproduisaient. Et je vous ai dit, les femmes genre féminin étaient maltraitées, etc. Ben oui, mais elles représentent 86% du personnel de l'éducation nationale. Et c'est elles-mêmes qui reproduisent autant avec les enfants. Donc, nous sommes dans des formes d'introjection structurelle et systémique. Les microviolences, c'est un parasite systémique. Donc nous sommes parasités. Nous ne sommes pas que parasites, parce que heureusement qu'il y a une norme qui nous permet de parler sans que l'on s'insulte ou voire que l'on se violente immédiatement. Donc la norme est nécessaire. Mais comment on continue de faire vivre la norme ? Alors ça, c'est la question centrale, parce que sinon, on va voir l'enseignante sans se poser la question, avec ce que je viens de dire,
que l'enseignante, elle est sûrement dans des structures de pouvoir et elle a de fortes chances dans ce rapport de domination abusive. Donc, il faudrait quand même suspendre la question sur cette question-là. Et puis le parent qui n'est qu'un produit de l'éducation qu'il a eue dans le système français, et même s'il vient d'ailleurs, de toute façon, s'il veut rester dans le système français, il va falloir qu'il se mette à la norme. Ça s'est montré dans pas mal d'études, ce point de vue-là. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Lui aussi, il est susceptible de reproduire les structures de pouvoir. Donc, il faudrait peut-être arrêter, se mettre en suspension. Et moi, ce dont on se rend compte, c'est que les gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui le font parce qu'ils le font, en général, les profs s'arrêtent et commencent à réfléchir. Et là, on voit des choses magnifiques se passer. Et c'est Paulo Freire qui parle des structures de pouvoir, on est dans ces questions-là, et qui dit « il ne peut pas y avoir de connaissance sans changement dans les institutions ». Là, en tant que parent, c'est vous qui avez le pouvoir, puisqu'institutionnellement, le droit vous a donné une place de parent. Donc l'enfant, lui, il n'a pas. Et si on s'intéresse à cette question, on se dit, bon, alors qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et c'est ça la question. Et pareil pour un enseignant, il va dire, bon d'accord, c'est moi qui ai le topos, on me donne cette place d'enseignant à ce moment donné, parce qu'à un moment donné, je serai parent, donc je ne serai pas mieux loti qu'à un autre, et puis je suis enseignant au premier degré, je vais arriver dans le second degré, je resterai à la porte de l'établissement, je vais arriver à l'université, c'est pareil. Voilà. Donc la question, c'est vraiment de se demander, bon, sachant que je suis dans une structure de pouvoir, que j'ai conscientisé le fait qu'on est des bourreaux, mais que derrière, on peut faire des choses, alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, ça va quand même changer pas mal de choses dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'on soit parent ou enseignant ou éducateur, on est en situation de pouvoir face à un enfant et donc se questionner sur le rapport qu'on a au pouvoir. Et là, ça va. Et là, je crois qu'il n'y a pas trop de secret. En France, on ne sait pas trop comment faire pour travailler ce cheminement de pour avoir une discussion avec soi-même. Si vous êtes là, c'est que vous avez une discussion avec vous-même. Enfin, on croise plein de gens qui n'ont jamais de discussion avec eux-mêmes. Et en France, les gens qui vont réussir leur carrière, parce que leur argent, ce n'est pas des gens qui vont s'intéresser au cheminement que l'on a envers soi-même. Vous voyez, il faut bien voir que les valeurs, c'est une chose, et puis derrière, il y a du concret. Et donc, il y a cette histoire. Et puis, on a parlé de nos enfants, les nôtres. Mais les autres, voyez-vous. Et donc ce rapport individuel, de ce rapport de soi à soi et de soi vers autrui, voyez, ce qui fait société, c'est pas son enfant, c'est les autres enfants aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on donne au collectif pour que ce collectif demeure et comment on s'engage dans ce collectif. Vous voyez, ça ne veut pas dire remettre en cause le pouvoir, parce qu'on pourrait entendre dans les témoignages, je ne sais pas si vous voulez intervenir, mesdames, ou vous peut-être dire quelque chose, mais on entend aussi beaucoup dire qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui ont le pouvoir. Alors, est-ce que les adultes ont rendu le pouvoir et l'ont trop donné aux enfants ? À partir du moment où ils n'ont pas de droit, ils ont pas, ça c'est une rhétorique. C'est juste une rhétorique de gens qui ont le pouvoir. Alors, si on entend parler des enfants rois, est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les enfants rois ? Ça, par exemple, c'est une étiquette qui colle beaucoup à la pédagogie Montessori parce que c'est l'image qu'on peut avoir justement de quelque chose de complètement déstructuré où c'est l'enfant qui choisit ce qu'il va faire à l'école, etc. Alors qu'en fait, on lui laisse juste la liberté de choisir par quoi il commence, par exemple. Il construit son propre programme et on déconstruit un petit peu le système pyramidal de l'enseignant qui va apporter la leçon à l'enfant. Et on va chercher à ce que ça vienne de l'enfant directement. Il y a plusieurs choses dans un environnement Montessori qui est mis en place pour que ça vienne de l'enfant et que ça suive. Par exemple, le fait que ça soit des âges mélangés. Les petits et les grands sont mélangés. Les grands, on peut raisonnablement se dire qu'ils ont l'expérience de 3 ans de classe et donc du coup qu'ils vont montrer l'exemple. Les petits, eux, ils arrivent et ils ont envie de prendre modèle sur les grands qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus avancés. Et donc du coup, on va arriver à un système de tutorat finalement. On va placer les grands dans un rôle un peu de responsable, donc ils vont se sentir responsables, les plus jeunes vont suivre, et c'est comme ça que ça va se nourrir en fait. Ils vont voir des grands prendre des plateaux qu'ils n'ont jamais pris, et ils vont avoir très envie d'aller faire cette activité par exemple. C'est un petit peu la dynamique du groupe dans un espace Montessori, et l'adulte, lui, doit être guide, montrer l'exemple. Il ne peut pas demander aux enfants de faire quelque chose qu'il ne s'applique pas à lui-même. Par exemple, il y a un exemple qu'on prend souvent, c'est on ne peut pas demander à un enfant de parler doucement dans la classe en le reprenant de l'autre bout et en lui disant parle moins fort, en criant. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas demander aux enfants de marcher alors qu'on se déplace très vite dans la classe pour X ou Y raison. Enfin, voilà, c'est vraiment une posture de guide, de modèle qui va faire que l'enfant va suivre. Je rebondissais tout à l'heure sur la notion de
d'autorité de l'enseignant. Maria Montessori, elle disait une phrase, chaque personne dans une situation d'autorité incontestée est susceptible de devenir un tyran. C'est vraiment ça un petit peu qui doit guider les pratiques, en tout cas dans la pédagogie Montessori, c'est cette remise en question constante. On va observer l'enfant dans son environnement, on va voir comment il interagit avec l'environnement pour l'adapter et répondre à son besoin. C'est vraiment voilà, ce questionnement qu'on va chercher et pas une remise en cause totale de tout le système. Enfin, non, mais c'est la remise en cause constante de celui qui est en position de pouvoir et d'enseigner. Hein, c'est ça, que ce soit le parent ou l'enseignant. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur les enfants rois dont on entend parler ? Alors, les enfants rois, ce serait plutôt les enfants qui seraient, où les parents auraient plutôt un style permissif. Donc, le style permissif, c'est des parents qui ont peu d'exigences parentales, donc ils manifestent peu d'exigences envers leur enfant. Mais d'un autre côté, qui manifestent aussi peu de sensibilité parentale. Donc, c'est des enfants qui sont un peu finalement laissés eux-mêmes. Par exemple, ils pourraient choisir totalement de manger ce qu'ils veulent lors d'un repas ou autre, choisir le vêtement pour aller dehors qui peut être ne pas approprié parce qu'il fait assez froid, etc. Voilà. Et donc, c'est des enfants les enfants, on l'a dit, ils ont aussi, comme l'a dit la collègue, ils ont aussi besoin de cadre, c'est rassurant pour eux, ils ont besoin de poser les limites, parfois qu'ils testent quand ils sont plus jeunes aussi. Et c'est rassureux pour eux, finalement, de se dire, non, il y a bien une limite, là. Et c'est des enfants qui, petit à petit, sont finalement, ils manquent de sensibilité, ils vont eux-mêmes manquer de sensibilité parce c'est un apprentissage qui se fait beaucoup par mimétisme. Finalement, c'est un apprentissage assez implicite. L'empathie, ça se développe de manière assez implicite dans les jeunes années, par imitation. Et donc après, quand ils peuvent arriver effectivement à l'école, c'est des enfants qui peuvent aussi avoir du mal à se faire parfois ce qu'on appelle accepter par les pairs. Donc les pairs, c'est pas les papas, mais les pairs, c'est leurs homologues. Donc c'est les enfants du même âge. Et l'être humain, c'est ce qu'a dit le collègue, on n'aime pas l'isolement. On a un fort besoin d'appartenance au monde social dans lequel on est. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être intégré au niveau social. Et donc, c'est des enfants qui peuvent... on préfère les gens qui ont des comportements, ce qu'on appelle des comportements prosociaux, qui manifestent des comportements acceptables. C'est universel. Et de fait, pour ces enfants-là, ça va être plus difficile. En plus, à l'école, ils vont être confrontés à un cadre qu'ils vont pas forcément comprendre parce qu'il va y avoir un décalage énorme entre ce qu'ils connaissent à la maison et ce qu'ils vont connaître à l'école. C'est quand même difficile, Jean-Michel Pérez, de trouver l'équilibre entre la remise en cause de cette pédagogie autoritaire et rentrer quand même et trouver une place d'individu dans la société. D'abord, on voit les micro-attentions comme elles peuvent s'exprimer, comme elles sont simples. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues par les institutions. C'est pas ça qui est valorisé. Ce qui est valorisé, c'est plutôt l'ordre établi structurel. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à quelles conditions ces micro-attentions qui sont marginales et qui peuvent même produire de l'exclusion ensuite, comment ces micro-attentions, elles vont faire norme, c'est-à-dire qu'on va les partager. En Allemagne, par exemple, où le système est extrêmement dur, en l'espace d'un an, le système a changé, les gens ont dit stop et les lois ont changé. Voilà. Et ça a basculé. Sur quoi concrètement ? Sur la violence faite aux enfants. Ouais. Ça a radicalement changé et en très peu de temps. Alors la question, c'est ce qu'on appelle la percolation. La percolation, c'est des systèmes de contamination qui sont causalistes, mais à un certain moment donné, il y a un effet de seuil et ça se répand d'un coup. Les maladies, les épidémies, etc. Et donc la question, et je crois que c'est une question qui est extrêmement forte en ce moment, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'attendre un effet de percolation ? C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a des pédagogies nouvelles qu'on appelle l'ensemble, pédagogie Montessori, allemande d'ailleurs, qui viennent beaucoup d'Allemagne, aussi d'Italie, etc. Des gens qui font des choses exceptionnelles, mais qui du coup marginalisent et s'isolent. Et puis, derrière, on a cette idée que peut-être que on voit des professeurs... Ce type de discours, je vous ai parlé tout à l'heure en 2010, mais quand je suis arrivé avec ces questions dans mon laboratoire, je suis vite revenu sur les questions handicap, école, parce que c'était inentendable. Je travaille, je ne l'ai pas dit, mais dans un INSPE, Institut national supérieur du professorat. Aujourd'hui, je fais des conférences, il n'y a pas de souci. Et j'ai une équipe qui travaille, moi je ne suis pas du tout seul. On est nombreux, quoi, en gros. Et ça percole dans tous les sens. Nadir de Mongeau rentre avec Aziz et Sadek sur la question de la violence
faites aux enfants dans les structures sociales, mais on a Laurent Muller qui travaille avec moi, Saïd Amoutaleb, Géraldine Sur, enfin bref, on est un certain nombre qui commençons à travailler sérieusement sur ces questions et on peut en parler. Mais si on peut en parler, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est que ça permet aux gens de moins être seuls. Et surtout, ça commence à se dire, ce que je faisais dans mon coin, mais qui risquait de me mettre en burn-out, lorsque j'en parle avec quelqu'un d'autre, c'est intéressant. J'ai ouvert 2 parcours de master, international et national, sur ces questions, éducation et pratique inclusive, où on aborde nos questions avec un grand intérêt, enfin tout pour moi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens dans l'international, dans les lycées français à l'étranger, ou bien en France, se mettent en réseau et discutent de ces questions. Et j'ai pas besoin, vous me parlez d'exemples tout à l'heure, il y a qu'à écouter. Les gens parlaient quand ils sont pas empêchés de parler. Voilà. Donc le deuxième niveau de Paulo Freire, une fois qu'on y dit il faut conscientiser le bidule qu'on est dans une structure de pouvoir, c'est comment on fait pour pas faire pareil lorsqu'on sera dans le pouvoir. Et ça, c'est franchement compliqué dans des structures aussi dures que l'université, par exemple, où la concurrence est extrêmement forte. Comment on fait pour... En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quand quelqu'un m'embête, qu'est-ce que je fais? Et que j'ai le pouvoir, j'entends. Voilà. C'est ça la question, en fait. Bon. Est-ce que vous voulez témoigner, poser des questions? Oui. Bonjour, je suis maman qui est née en 1975, des 2 enfants qui sont porteurs d'un handicap, donc ça vient de me toucher personnellement, c'est ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est un handicap dysphasie, du coup ça touche énormément des relations sociales à l'école. Et je me retrouve dans un rôle à la fois protectrice, maman protectrice, et maman qui milite pour ses droits, pour que ça aille mieux, pour discuter avec des enseignants, pour aller. Voilà, donc j'entends bien l'effet percolateur, parce que hier, j'ai eu première fois de ma vie, appel de la mairie, écoutez, votre enfant a un dossier MDPH, on fait un rendez-vous et on va discuter comment procéder pour les intégrer au périscolaire. Voilà, du coup, pour moi, c'était une révélation au bout de toutes ces années, parce qu'un garçon qui vient intégrer déjà le collège, j'ai dû le retirer du périscolaire parce qu'il y avait une maltraitance par la méconnaissance. Et puis, deuxième qui a 7 ans, il suit le schéma de son grand frère, pareil, une maltraitance au périscolaire parce que méconnaissance du côté des animateurs. Voilà. Donc c'était mon témoignage à moi, et puis je me porte volontaire pour tout ce qui est dialogue parce que je suis intéressée. Qu'est-ce que Merci. Ça vous inspire aux uns ou aux autres? Effectivement, c'est la méconnaissance. La méconnaissance, déjà, elle fait beaucoup de tort. Les stéréotypes aussi, que les enseignants ou les membres du personnel éducatif, de manière plus large, peuvent avoir, notamment sur certains troubles, sur certains handicaps. En plus, notamment, parfois, ce qu'on peut appeler des handicaps invisibles, c'est-à-dire que physiologiquement, ça ne se perçoit pas. Et même s'il y a eu... On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu ces dernières années avec les nouvelles lois. La France a ratifié dès 2006, mais même si 2006, c'est déjà beaucoup trop tard, mais la Convention, justement, pour l'enfant, pour développer l'inclusion scolaire. Donc, elle s'est engagée, la France, à faire des progrès à ce niveau-là, mais elle a été condamnée à plusieurs reprises par l'Union européenne parce que les enfants n'allaient pas assez à l'école près du domicile de chez eux. Il y a eu la fameuse loi en 2005, mais qui est... Il y a encore beaucoup de progrès à faire, effectivement. Et moi, ça me parle parce que je vous disais tout à l'heure que j'étudiais la qualité de la relation enseignant-élève. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire puisque, justement, il y a encore peu de recherches en France vraiment sur le sujet. Mais la littérature internationale montre que cette qualité de la relation enseignant-élève, qui, quand elle se passe bien, quand elle est chaleureuse, quand il y a une relation de confiance entre l'élève et l'enseignant, peut être un facteur de protection pour l'élève, notamment quand il est plus vulnérable, quand il peut être en difficulté scolaire. S'il aime encore aller à l'école, c'est la dynamique de la motivation qui va jouer, donc ça peut être un facteur de protection pour les élèves. Et malheureusement, la littérature internationale montre que les enseignants sont tellement mal formés
à l'inclusion, à la pédagogie différenciée, que parfois ils ressentent tellement de pression, notamment par exemple en France, sur le respect des programmes, etc., que quand ils ont des classes de plus de 25 élèves et qu'ils ont 2-3 élèves sur lesquels ils ne sont pas assez informés sur comment faire, et ça ne les aide pas, les enseignants, sur leur sentiment d'efficacité pour gérer la classe, etc. Et ça peut entraîner effectivement des relations plus conflictuelles avec ces enfants-là. Donc voilà, c'est effectivement votre témoignage, hein, il est en lien avec ce que peut montrer la littérature scientifique sur le sujet. Vous voulez intervenir ici? Oui. Bonsoir, je n'ai pas d'enfant personnellement, mais je suis pas professeure, je suis qu'étudiante pour le moment, mais je voudrais juste m'attarder un peu sur le rôle de l'enseignant, parce que ma mère est enseignante depuis plusieurs années, donc tous les jours, elle va cracher sur l'éducation nationale, et en fait la posture de l'enseignant, je trouve qu'on est vraiment dans un cas où il va y avoir des violences, des micro-violences que l'enseignant va perpétrer sur l'enfant, mais l'enseignant est également dans une position de difficulté et souvent silencieux. Enfin, ça fait des années qu'on parle du fait que avoir 30 gamins en maternelle, en fait, c'est pas possible de bien s'occuper d'eux. Ça fait des années que les enseignants en parlent, et ça fait partie des choses pour lesquelles il n'y a pas assez de mesures qui sont prises. Et il faut également parler de la charge de travail. Enfin, on parle beaucoup du fait que, par exemple en France, les élèves se couchent les élèves ont beaucoup de devoirs, font beaucoup d'heures de cours. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais dans le même temps, il faut aussi mettre ça en parallèle avec le fait que les enseignants ne sont payés qu'à leurs heures ne sont payés qu'en fonction de leurs heures de classe devant les élèves, et que tout le travail administratif autour n'est pas géré. Donc on est vraiment, l'école, ça permet vraiment je pense, de penser les micro-violences qui se perpétuent et qui se normalisent, en fait, parce qu'on peut pas vraiment dire parce que en tant qu'enseignant, c'est très difficile de dire en effet à un enfant, il faut s'écouter, il faut dormir quand tu as envie de dormir, etc., etc. Quand on sait très bien que c'est pas possible pour l'enfant s'il veut réussir scolairement, et quand, en tant qu'enseignant, on sait qu'on n'est pas capable de le faire non plus, parce qu'on doit tenir le rythme. Est-ce que ce sont des choses que vous vivez dans les établissements Montessori? Je dirais que c'est le sujet qui m'a fait, être convaincue de la pédagogie Montessori, parce que typiquement, l'AMI recommande plus de 30 enfants en maternelle ensemble, gérés par une enseignante, donc une éducatrice Montessori, et une assistante, donc l'équivalent du NATSEM finalement. La seule chose qu'on va essayer qui n'existe pas, c'est la contrainte de faire un temps donné, une activité pour tout le monde. Les enfants choisissent, du coup, il y a quelque chose de moteur en eux, ils sont motivés. S'ils sont fatigués, ils peuvent choisir une activité plus calme. Ils peuvent, eux, gérer leur énergie par rapport au travail. Et donc, du coup, tout ça, c'est des choses qui facilitent. Tout ce qui est de l'ordre de la maltraitance institutionnelle, c'est un vrai sujet pour de vrai dans l'éducation nationale. Et effectivement, les enseignants, c'est les premiers à en souffrir. Il suffit de discuter un petit peu avec les maîtres et maîtresses d'école, en maternelle, en élémentaire et même au collège, le programme de l'éducation nationale, et c'est vraiment une contrainte pour les enseignants, parce qu'ils ont une deadline. À la fin de l'année, ils doivent avoir justement vu tout ce programme, et que les enfants l'aient intégré. Là où je parle de la maternelle, mais c'est vrai pour tous les cycles de tranche d'âge, ils ont 3 ans dans l'école Montessori pour voir justement tout ce programme. Donc de là, en fait, on laisse du temps, on favorise la motivation de l'enfant, et s'il est fatigué, il se repose. Et en fait, c'est beaucoup plus productif que l'enfant se couche, voire s'endorme pendant 20 minutes en classe, plutôt qu'il lutte, qu'il se fasse violence, qu'il n'arrive pas à faire son travail. Au final, ça déchaîne, alors ça va peut-être faire sourire certains, des tempêtes émotionnelles, en fait. Parce qu'il va y avoir vraiment ce côté frustration, énervement, parce que le premier à être aussi exigeant envers lui-même, c'est l'enfant.
L'enfant, il a envie de réussir, il a envie d'être autonome, de pouvoir faire comme les grands. Il y a un peu ce côté vouloir s'émanciper assez vite, tout en restant en fait proche et coucouné par sa figure d'attachement. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont possibles, mais dans une structure différente. Mais avec les mêmes effectifs. Avec les mêmes effectifs, au contraire, c'est même moteur parce que plus le groupe est grand, plus l'enfant va avoir tendance à s'autodiscipliner. Parce qu'il fera partie d'un groupe, d'un fonctionnement, et qui va être lui-même le premier à subir quand il va y avoir un désordre. Si tous les enfants d'une classe de 30 se mettent à courir ou crier, le premier à être dérangé dans son travail, c'est l'enfant qui va être là à entendre crier les autres. Donc il va faire attention et parler moins fort. Voilà, c'est des choses... Je vous vois échanger au premier rang. Vous échangez sur le sujet. Vous voulez intervenir ? Oui, mais on parlait de l'école Montessori. On est convaincus de l'école Montessori, mais on trouve ça dommage que ça soit pas répandu plus largement et que ce soit que en milieu urbain et que ça soit payant, en fait, parce que du coup, ça exclut. Et voilà, donc on échangeait là-dessus en se disant aussi que la taille des classes, ça joue beaucoup et qu'à l'école Montessori, c'est aménagé pour accueillir, voilà. Enfin, voilà, plein de petits paramètres qui faisaient que, effectivement, on est convaincus par Montessori, mais il y a des freins qui font qu'on peut pas mettre nos enfants à Montessori, quoi. J'ai l'impression, Madame, vous voulez intervenir de ce que vous entendez ? Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a que des côtés positifs à l'éducation positive. Il n'y a pas de dérive. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, je suis désolée. Parce que l'éducation Montessori, moi je ne connais pas énormément, j'en ai entendu parler comme beaucoup de gens. Quand j'entends ça, d'après ce que j'ai compris ici notamment, c'est que jusqu'au collège. Non. Ok. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Mais... Non, en fait, la pédagogie Montessori, c'est vraiment un programme qui a été développé par Maria Montessori de la naissance jusque 24 ans. Donc, en France, c'est très répandu pour le milieu de la petite enfance et surtout de la maternelle, en fait. Mais dans d'autres pays, c'est vraiment un système qui est beaucoup plus développé. Maria Montessori, elle considère qu'on est fini à 24 ans. Là où, voilà, il y a la question de la majorité qui est différente. Mais non, alors les écoles Montessori sont très peu répandues en France. Effectivement, le système fait que c'est pas facile en fait d'ouvrir un établissement scolaire qui soit privé sous contrat ou hors contrat. Là, on n'est pas en train de parler de la pédagogie, on est en train de parler du système économique. Et effectivement, si les écoles Montessori avaient des soutiens de l'État, il en existerait peut-être beaucoup plus. Non, du tout. Ce n'était que le début. Non, mais du coup, si je comprends bien, effectivement, en France, c'est majoritairement sur la petite enfance et peut-être un peu plus. Mais du coup, est-ce que... Enfin, j'ai envie de dire que le reste de l'école publique et la vie active n'est pas du tout sur ce modèle-là. Donc, ça fait quoi quand ils sortent de chez vous ? Alors justement, dans notre école, on va faire en sorte que les enfants ils aient une grande capacité d'adaptation, des acquis solides. On va les amener en fait à penser par eux-mêmes et à avoir un esprit critique. Donc avec ça, une fois qu'ils partent du collège avec tout ça, ils peuvent s'insérer n'importe où. Et les enfants, ils sont jamais que à l'école. Ils sont dans leur famille, ils font des loisirs, ils font du foot, ils font de la piscine, enfin ils font d'autres choses. Donc en fait, ils sont déjà confrontés à autre chose. Donc c'est vraiment leur donner les clés de pouvoir s'adapter à tout sans renier ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent. On va les aider à formuler quand ils sont pas d'accord, on va leur aider à comprendre des choses, mais on ne change pas la société. En tout cas, petit à petit, peut-être que des changements vont se faire, mais l'idée, c'est pas d'amener des révolutionnaires ou voilà, c'est vraiment d'amener des personnes qui sont capables d'avoir un esprit critique, de penser par eux-mêmes et de faire leur propre avis. C'est le seul but qu'on se donne. Faudra qu'on y revienne justement parce que faudra qu'on revienne aussi sur la présence des réseaux aujourd'hui dans la vie des enfants et dans la vie des parents. Vous vouliez témoigner? Oui, c'était par rapport à la formation des professeurs et par rapport aux micro-violences. Alors, les micro-violences, déjà, par rapport aux parents, je me suis retrouvée à la plage cet été. C'était un après-midi d'enfer pour mes oreilles. Je n'en pouvais plus, j'ai les oreilles qui saignent, j'ai dû partir, tellement j'étais triste pour ces pauvres enfants.
de la façon dont les personnes autour, alors pas tous, heureusement, je me suis concentrée après sur certaines familles, de choses, des micro-violences, comme c'était évoqué, quand l'enfant ne répondait pas tout de suite à l'adulte qui était à côté, bien posé sur ses fesses, il lui disait « Ah, t'es pas belle, t'es pas belle ». Mais d'où on entend encore des choses comme ça de nos jours. Je sais pas, moi, ça m'horrifie, pareil dans les supermarchés ou autres. Et je me dis, en fait, il faut qu'on arrive peut-être à faire comme la Suède, à écrire des choses sur des boîtes de lait pour faire comprendre un peu à tout le monde et essayer de changer. Mais si on veut changer les adultes, il faut peut-être commencer par respecter les enfants d'aujourd'hui. Plus on arrivera à en respecter et plus on arrivera à les considérer à la même hauteur qu'un adulte. On est dans une société où l'adulte est tout puissant et l'enfant, c'est un animal qu'il faut dresser et faire obéir. Ça me révolte, je suis désolée, ça s'entend peut-être dans ma voix. Un enfant, et du coup on fait quoi une fois qu'il dépasse, qu'on lui a mis une claque, 2 claques, 3 claques, une gifle, un coup de pied aux fesses, et ben à un moment on a des ados et on ne sait plus quoi faire avec eux parce qu'ils ne respectent plus rien. Oui, mais en fait on les a jamais respectés de leur vie, on leur a jamais expliqué les choses, on a toujours été violent avec des mots, avec des gestes, et après quand c'est trop tard, maintenant c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis pas là, je parle d'enfants tout à fait, on va dire, qui n'ont pas de problèmes médicaux, de développement, la plupart de la société, on va dire, normalement pourrait se développer et avoir ensuite une enfance et puis ensuite une vie, on va dire, qui devrait être, je vais utiliser le mot classique, même si c'est pas le mot que j'aimerais utiliser, je suis désolée. Et du coup, moi, je me demandais aussi, donc ça, c'était le côté des micro-violences, et par rapport à l'éducation nationale aussi, où ça me fâche beaucoup, c'est mais que fait-on avec toutes ces recherches qui sont menées au sein des laboratoires sur le développement en neurosciences, sur les connaissances sur l'humain, sur les connaissances sur l'enfant, sur toutes ces connaissances qui sont faites sur les apprentissages, sur l'éducation. Quand on lit les chercheurs, on comprend que, ou quand on lit, c'est des livres de vulgarisation de la part de chercheurs, on comprend qu'un enfant, en fait, certains, ils ont envie d'utiliser des ciseaux, des couteaux à 3 ans, et qu'à 3 ans et demi, ils sauront couper une banane, ils sauront découper dans des feuilles avec les ciseaux, et que certains, en fait, c'est pas leur moment d'apprentissage. Eux, ils ont envie de courir, shooter dans le ballon, être à fond, grimper aux arbres, et que peut-être que cet enfant-là, lui, c'est à 3 ans, à 4 ans ou à 4 ans et demi que finalement l'outil ciseau, utiliser ses doigts, ça l'intéressera un peu plus. Et du coup, que fait-on de la formation de ces professeurs où on reste, moi j'ai cette impression de l'extérieur, dans un milieu très descendant où on dit, dans une classe de maternelle où ils sont nombreux, maintenant c'est l'atelier, on colle les gommettes, on fait ci, on fait ça, on reste assis. Il faut être assis sur la chaise, il ne faut pas être assis par terre. Et du coup, en fait, l'adulte se crée ce cadre complètement en incohérence en fait avec l'enfant et met des limites qui en fait lui tendent des difficultés à lui-même en fait. Alors que ça a été prouvé dans d'autres pays, dans d'autres façons de faire, comme en Montessori, que en écoutant tout ça, on pouvait quand même faire quelque chose. Donc, que fait l'INSPE et comment l'INSPE peut se débrouiller avec toutes ces injonctions ministérielles? Merci. C'est pour vous, Jean-Michel Pérez, la réponse. Merci. J'ai vécu le même sentiment d'isolement à la plage cet été. Et c'était, alors je parlais des micro-violences, moi, c'était mon truc. Et donc, tu dis, ouais, c'était le cafetier, qui d'ailleurs est presque un ami, quoi. Et il disait, ouais, non, c'est vrai, tu as raison, c'est un truc. Et puis il y avait son copain, le serveur, donc son employé. Et puis, mais moi, ma fille. Et puis, alors, 2 minutes après, moi, ma fille, il faut lui apprendre le droit, quand même. Et elle a intérêt à filer droit. Hein. Et ça repartait. Et j'étais sidéré d'entendre que mon discours était si bien entendu, pour être immédiatement oublié. Voilà. Et je me suis dit, waouh, on a du chemin. Voilà. On a du chemin, mais c'est pas quand même le Moyen-Âge où les gens étaient écartés. Voilà, il y a quand même des choses qui sont très différentes.
Et de ce point de vue-là, il y a des choses qui me semblent être possibles. Alors, il y a quand même des choses qui ont été dites, je vais juste y revenir là, parce que, quand même, vous avez raison, il n'y a pas de mauvais profs. Je suis d'accord avec ça. Je suis en plus dans une ISP. Mais en fait, ça ne dédouane pas la responsabilité individuelle. Voilà, on est dans un système qui est descendant informatif, nos voisins nous l'envient. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour aller un peu au-delà? Je ne parle pas de révolution, je parle de subversion de l'intérieur des institutions. Je vous ai dit que j'ai créé, et je suis responsable encore de la mention éducation et pratique inclusive avec des parcours, etc. Mais je suis aussi directeur de pôle scientifique dans l'organisation de la recherche en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut aller... En fait, c'est une définition du politique au sens plein et entier du terme, où individuellement, il faut travailler sur 3 dimensions. La recherche, parce que ça nous fait travailler notre esprit, qu'elle soit quantitative, qu'elle soit sur des tout petits objets, qu'elle soit sur des dimensions plus philosophiques. Mais le fait de travailler à un cheminement vers soi, c'est important. Mais il ne faut pas oublier le cheminement vers autrui, la responsabilité. Cette responsabilité, voilà, c'est aussi le fait de suspendre son jugement quand on est énervé et pas en rajouter. Et là, les chiffres sont accablants. La question de la responsabilité, on le voit, madame, quand vous parlez de vos enfants et de votre rapport. Les dispositifs existent, la MDPH, etc. Mais bon, une toute petite parenthèse, en France, on a, et ça a été d'ailleurs noté par les organisations internationales, qui ne sont que des rhétoriques, hein, les organisations internationales ne disent rien de la souveraineté des États. Hein. C'est-à-dire c'est encore une couleuvre qu'on nous fait avaler, quoi, en gros, hein, en termes de conscientisation de pouvoir. Mais au-delà de ça, il y a des structures qui existent, par exemple la MDPH. Et c'est un pharmacone, en fait, un poison et un remède à la fois. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une personne qui s'en saisisse et qui dialogue avec l'autre personne. Qui ne lui disent pas « bonjour, est-ce que tu vas bien ?» parce que c'est la clarté du message et que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais qui s'intéresse à écouter l'autre, qui s'arrête, parce qu'on est tous en train de faire des choses en fait, mais qui s'arrête pour écouter l'autre, pour écouter ce qu'il a à dire. Alors, et chacun de son point de vue d'une certaine manière. Hein. Et ça peut faire des choses quand même redoutables en termes de changement. Nous avons un auteur Bakoulé, moi, mes promotions vont s'appeler Bakoulé, vous chercherez qui était Bakoulé, c'est un pédagogue grec, mais il avait tous les illettrés, les infirmes de la création, mais ça l'a pas empêché, ça leur a pas empêché à ces enfants de devenir, pour des gens qui avaient plus de bras, plus de jambes, de faire des choses absolument extraordinaires. Enfin bon, vous lirez Bakoulé, si on écoute les gens et que lorsqu'ils ont envie, on avance, et si la structure de pouvoir l'autorise, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinairement fortes. Madame, vous avez dit que vous avez rencontré quelqu'un, et que ce quelqu'un vous avez sentir moins isolé que vous l'étiez auparavant. Persévérez. Persévérez, et ne restez pas seul, et trouvez des gens avec qui commencer à construire. La question qu'il faudrait se poser, c'est en quoi je peux être utile à l'autre, en fait. Et essayer de donner sans même recevoir, pour essayer de se démarquer de cette question-là. La violence elle-même, elle est nécessaire. Si quelqu'un vient et rentre ici et a une arme et commence à tirer sur tout le monde, on aura bien quelqu'un, on sera très content s'il y a quelqu'un qui est capable de l'empêcher, cette personne, de faire. Donc il faut s'arrêter de dire que la violence c'est mauvais. La violence, elle est, en fait. Voilà, c'est ce qu'on y met derrière et sur la manière dont on peut le faire. L'INSPE, l'école des enseignants, travaille à sa transformation de l'intérieur. Et de plus en plus, je suis surpris de voir que beaucoup d'enseignants s'arrêtent et se disent « j'ai pas envie de ça ». Avant, ils partaient. Ou alors ils étaient isolés. Donc il y avait un isolement qui rendait... le burn-out vient de ces injonctions paradoxales. Hein. Et vous, j'ai entendu, mais... Enfin, vous avez donné de votre âme, de votre temps, de votre corps, du bénévolat. Enfin, voilà, tous les gens qui font des choses extraordinaires ne sont pas protégés par les institutions. Nos institutions, notre institution normale, ordinaire, c'est l'école publique. Or, l'école publique, je vous le dis, mais je vous le redis, elle confond 2 choses, la mise à la forme et puis l'accessibilité au savoir, ça ne va pas ensemble. Voilà. Et on a besoin des psychologues pour aider à travailler sur le chemin intérieur et l'écoute, mais il n'y a pas que les psychologues qui peuvent écouter, et en même temps donner à l'autre, parce que s'il n'y a pas ce don à l'autre, il n'y a plus de reliance. Et ça démarre dès le premier âge. Et c'est sûr qu'il faut suspendre, mais c'est compliqué, parce qu'on est habitué à l'envers.
Donc, comment on fait ? Voilà, il faut déjà suspendre un peu cette idée-là. Vous parliez de burn-out dans l'éducation nationale, mais alors, Nadine Demongeot, qui n'est pas là, je pense, aurait aimé peut-être qu'on évoque aussi le burn-out parental, puisque on le voit bien, et on évoquait les réseaux aussi. Peut-être c'est vous qui pouvez nous expliquer pourquoi ce burn-out parental aujourd'hui. C'est ce qu'on disait, on est dans une société, si on revient par exemple au témoignage qui vient d'être fait, on est dans une société paradoxale où on a mis à la fois l'enfant au centre et en même temps, de plus en plus, on voit apparaître, je disais ça cet été, donc c'était pas cauchemar à la plage, mais plus cauchemar dans les informations. Vous voyez que, par exemple, de plus en plus se développent des restaurants sans enfants ou des hôtels ou des villages vacances. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'enfants, où il y a des gens qui font des pétitions pour des wagons SNCF sans enfants. Personnellement, ça m'a beaucoup heurtée. Et on peut s'interroger effectivement sur cette société. Et comme on disait tout à l'heure, il y avait peut-être certains parents qui veulent tellement bien faire, ils sont dans la sensibilité parentale peut-être extrême, la sensibilité parentale dont je parlais. Donc effectivement, ils essayent tellement d'être là pour leur enfant, de trouver la bonne réponse, qui s'épuisent finalement. Et puis ils épuisent aussi peut-être sans le vouloir leur enfant parce qu'ils veulent tellement bien faire ou être dans le soutien plus d'autonomie de l'enfant qui n'a pas forcément le recul cognitif pour prendre toutes les décisions que lui demande son parent de prendre parce que justement il se dit tiens c'est un enfant, c'est un être à part entière, qu'est-ce que tu veux manger ce midi ? Et l'enfant une fois c'est bien, qu'est-ce que tu veux manger ce soir avec la... Il faut qu'il réfléchisse parce que papa m'a dit qu'il fallait absolument manger des protéines, plus un fruit, plus machin. Donc l'enfant à 4 ans, il commence à être perdu. Puis en plus, il a dû choisir sa tenue le matin. Vous voyez, le parent, il veut bien faire, mais à force de vouloir bien faire, on peut arriver à épuiser tout le monde. Et finalement, ça rentre en burn-out. Et puis, le parent, il oublie à ce moment-là l'exigence parentale. Alors, envers lui, il y en a beaucoup, parce qu'effectivement, ils veulent tellement bien faire, mais finalement... l'exigence parentale, le cadre qu'il va poser à l'enfant, lui, va commencer à faire défaut. Et effectivement, donc c'est pas un parent permissif, puisque la sensibilité parentale est là. Mais voilà, poussé à l'extrême, effectivement, ça donne une génération de parents qui peut être en burn-out parental. Mais pour faire le lien, par exemple, avec les enseignants, on montre que finalement, l'épuisement professionnel, il vient justement des enseignants, parfois, qui sont impliqués. Par exemple, les enseignants qui se sentent proches de leurs élèves et qui se sentent efficaces pour gérer leur classe sont des enseignants qui sont impliqués. Et finalement, comme l'institution ne les protège pas toujours, c'est ce qu'on vient de dire, au bout d'un moment, ils s'épuisent, effectivement, et peut arriver. Et effectivement, les dernières années, on a un peu démocratisé cette idée du burn-out parental. On a démocratisé aussi l'idée que parfois les parents... on ne parlait pas avant aussi, les parents qui regrettaient d'avoir un enfant. Avant, c'était complètement tabou. Maintenant, la parole, elle commence à se libérer. On le voit bien aussi que, même si ce n'est pas la seule raison, on pourrait invoquer plein de raisons, mais que les jeunes veulent moins d'enfants, en font moins, etc. C'est des débats sociétaux qui sont quand même arrivés et qui commencent à être entendus. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai encore des questions. Je vois où aller, mais si vous voulez intervenir ou dire quelques... Oui. Merci. Je me permets juste de réagir à la rhétorique que vous avez utilisée, qui est l'enfant qui est mis au centre aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que si on a l'impression que l'enfant est remis au centre actuellement, il est remis au centre comme étant un objet. Donc, quelque part, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, le remettre au sens, pourquoi à mon sens, aujourd'hui, je pense que l'enfant, réellement, n'est pas mis au centre dans le sens de son humanité, ses besoins, comment on le protège, comment on l'éveille, comment on lui permet d'avoir accès à ses émotions, comment on l'éduque en tant que parent à se dire oui, on peut se tromper et c'est ok de se tromper. Voilà, c'est toute une façon de concevoir et de réellement mettre l'enfant au centre, au sens d'un humain, d'un individu. Voilà. Juste,
Je suis tout à fait d'accord. Et par exemple, si on voit l'évolution sociétale par rapport à ça, au début, les familles, la mortalité infantile était forte. Donc plus la mortalité infantile elle a baissé, plus les gens finalement se sont laissés s'attacher aux enfants. À partir du moment où finalement on s'est dit, les parents se sont dit, finalement on a plus de chances de voir nos enfants grandir. Plus on a commencé effectivement à partir du siècle des Lumières et autres, à avoir les premières idées effectivement sur l'enfant. Après effectivement aujourd'hui l'enfant il est mis au centre de manière, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a notamment une lecture aussi assez narcissique où le parent, c'est un peu le transfert. Parfois c'est le risque, le transfert de ce que le parent n'a pas vécu ou autre. Voilà. Exactement. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Mais juste, je voulais terminer. Donc, vous remercier d'avoir utilisé le terme percolation, parce que je pense qu'actuellement, sur tout plein de plans, c'est ce qui est en train de se passer et qu'il y a beaucoup de choses qui, dans les consciences, sont en train de monter, qui font qu'on a des mouvements sociaux qui sont quand même assez forts. Et donc, j'espère qu'on arrivera à des percolations systémiques suffisantes pour que la société bouge réellement dans le bon sens, et je mets ça entre guillemets, évidemment. Et là où je voulais aussi faire un dernier point, c'est rappeler aussi la notion de responsabilité collective que vous avez évoquée. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le système tel qu'il est pensé, capitaliste, pousse énormément l'individu à se centrer sur ses besoins, combler ses besoins, ses désirs, et ça nous fait oublier, ça nous distancie énormément de notre responsabilité collective, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc je rebondis sur les espaces No Child. Je pense que ça aussi c'est un stigmate, une conséquence de cette perte de sens collectif, qui est que les gens pensent à leur confort individuel, donc à pas être embêtés par le fait que les enfants crient, les enfants jouent, les enfants bougent, c'est normal. On a nous-mêmes été des enfants, donc si on fait l'effort de se rappeler un petit peu, c'est normal en fait, ça fait partie de l'évolution, de sa construction. Le corps a besoin de s'exprimer, donc il faut expérimenter, c'est sain. Mais donc du coup, on a vraiment perdu cette capacité de se décentrer de soi-même et de son besoin, de son désir immédiat, pour regarder de façon plus large comment moi, au sein du collectif, je peux, plutôt que de refuser l'altérité, essayer de l'accompagner ou d'aider ou de faire en sorte que ce vivre ensemble se fasse mieux, y compris dans le respect des besoins fondamentaux des enfants. Merci. Merci beaucoup. Pas besoin de réagir. Allez-y. Je vais rebondir un peu sur vos propos. Enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai rejoint le collectif enfantiste il y a très peu de temps. Et je vais aller un petit peu plus loin que vous. Je trouve qu'aussi que dans le système capitaliste, il y a aussi la notion de compétitivité. Et je pense que c'est aussi cette notion de compétition qui a tendance à mettre l'enfant au centre, mais au centre comme un objet performatif. C'est-à-dire, on cherche, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent à être, on ne veut pas juste être un bon parent, on doit être le meilleur parent, on doit faire mieux que les autres parents, mieux que ce qu'on a appris. Mais ça rejoint d'autres choses, ça rejoint aussi l'injonction par exemple à être le ou la plus heureux possible. On doit toujours être meilleur que les autres, et ça empêche aussi de penser l'éducation et l'enseignement en tant que collectif. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les parents sont toujours livrés à eux-mêmes. Et par exemple, je vais parler de mon expérience. J'ai quelques handicaps et mes parents n'ont fait en sorte que je ne me pense jamais comme une personne handicapée, parce que pour eux, ça leur faisait trop peur, etc. Et maintenant que ma mère est plus au contact d'enfants handicapés, etc., c'est des choses sur lesquelles elle revient peu à peu. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de penser l'éducation comme un fait collectif où tout le monde est impliqué. Merci beaucoup, parce que ça va me permettre de réagir. Vous parlez de cette compétition, les réseaux, le fait de s'exposer, les parents qui montrent leurs enfants sur les réseaux ou leur style éducatif,
actifs sur les réseaux. Ça aussi, ça rajoute à la pression et au burn-out. On parle des mamans Montessori, c'est ça ? Oui, alors ça c'est un mouvement assez récent, mais la pédagogie Montessori a toujours été très critiquée. On a toujours beaucoup pu voir des choses qui sont pas forcément avérées. Là, pour moi, il y a effectivement eu une espèce d'opposition très présente sur les réseaux, Instagram, TikTok, peu importe, tout ça, ça aide beaucoup. De deux styles, je vais dire de parentalité, parce qu'en fait des mamans Montessori ça n'existe pas. On revient à la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie, pas un style de parentalité. On va plutôt parler de l'éducation positive et de ses dérives du coup, parce que certaines mamans ont pris les réseaux sociaux pour prendre la parole. Alors c'est des choses très chouettes parce que ça permet à tout le monde de pouvoir s'informer, mais aussi de prendre sa propre parentalité comme une vérité. Et donc du coup on peut voir des comportements avec des enfants qui sont pas du tout structurants pour l'enfant, qui sont l'écoute de l'enfant peut-être poussée à son extrême, où effectivement on va revoir l'exemple de choisir ce qu'il a à manger. C'est l'enfant qui choisit à manger, il mange des pâtes pendant 3 semaines et ça pose aucun problème. Voilà, ça c'est des choses qui existent sur les réseaux et elle se revendique maman Montessori. Bon. Voilà. Et de l'autre côté, on a vu le mouvement parents ghetto-sori arriver, où là, pour le coup, c'est l'extrême opposé, où on va retrouver plutôt la promotion de tout ce qui est violence éducative ordinaire. Et pour moi, alors, ça me choque encore de voir toutes ces violences éducatives ordinaires qui existent encore, mais c'est pas tellement étonnant parce que malgré la loi qui interdit du coup tout ce type de violence éducative. En 2022, il y a eu une étude qui a été faite. 81% des sondés ont reconnu avoir utilisé une violence éducative ordinaire, qui sont plus ou moins listées, dans les 12 derniers mois avant le sondage. Bon, voilà, mais pour moi, c'est juste une réponse à une injonction trop forte des parents, justement à être le meilleur parent, à être Montessori, bienveillant, etc., sans prendre en compte justement l'épuisement parental qui est une réalité pour tous les parents. Quand on a un enfant qui a des difficultés de sommeil et qu'on ne dort pas pendant une semaine, on ne peut pas demander d'être calme, stable, posé, toujours à l'écoute, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de la cohérence du parent et l'authenticité en fait. Quand on parle à son enfant, on parle à un membre de sa famille qui traverse avec nous les émotions, qui est hypersensible à ses émotions et en fait avoir ce côté masque, rigidité, etc., toujours être à l'écoute, bienveillant, le monde des bisounours, en fait on lui ment. Quand on est fatigué, on ment à l'enfant et on apprend à l'enfant à cacher ses émotions et c'est pas du tout constructif pour la suite. Voilà, ça c'est des choses qu'on a pu voir. Mais ça reste quand même alarmant de voir le nombre de ghetto-sori qui arrivent en réponse au Montessori. Pour moi, c'est quand même une réalité. Bonsoir, merci beaucoup. On est parents de 2 jeunes enfants, donc ça fait beaucoup écho ce que vous dites, Montessori, ghetto-sori. Je suis née aussi dans les années 90. Vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir, le pouvoir d'être parent aujourd'hui. Et je me considère comme étant dans la première génération un peu qui a l'opportunité, qui peut contribuer au changement de cette fameuse position de pouvoir. Dans une société où, vous l'avez dit, le collectif il est encore chamboulé. Je confirme que c'est une grande pression. Je me considère en burn-out parental, vraiment, pleinement. C'est une lourde responsabilité et il faut se mettre ses propres limites entre, vous l'avez parlé tout à l'heure, le style permissif, le style autoritaire, sur lequel je pense, j'ai pas été victime, mon mari, je parle pour lui, mais de violences éducatives physiques, et moi je dirais ordinaires, comme vous l'avez cité tout à l'heure, de micro-violences, de ne pleure pas, si tu pleures pas tu le reverras pas, enfin des choses classiques qu'on a entendues dans ma génération. Et ce style démocratique qu'on essaye, je pense, en tout cas en tant que parent, d'essayer de développer aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment qu'avec votre regard à tous les trois, pardon, je vous demande ça à la fin, à 1 minute de la fin, c'est un peu violent peut-être pour vous, que vous nous disiez à nous comment aujourd'hui, en tant que parents, on peut s'intégrer dans cette société un peu à contre-courant, tout en étant bienveillant, et de permettre à nos enfants d'être intégrés dans cette société qui est assez intolérante aux enfants, on l'a dit tout à l'heure, et qui a un système qui reste très hiérarchique et qu'on tente de déconstruire à la maison. Et j'aurais une deuxième question, elle n'est pas simple non plus. Loin de moi l'idée de promouvoir la violence, bien sûr que non, je veux dire j'en ai été victime comme beaucoup d'enfants. Mon père n'est pas là ce soir, mais je trouve que
vous parlez beaucoup de ce côté bienveillant, mais je voudrais un peu votre regard à vous en tant que non-expert, en tout cas votre vision sur la place qu'a la violence pour vous. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on ne pourrait pas se dire, on apprend beaucoup de nos anciens, est-ce que la violence, ça pourrait pas être aussi, pardonnez-moi l'expression, loin de moi l'idée de penser qu'il faut utiliser la violence sur les enfants, hein, mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a des bonnes choses à prendre dans ce modèle archaïque qui pourrait à nous servir en tant que parents? Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre intervention. Ça sera la question de conclusion de cette rencontre. Plus personne ne prendra la parole après. Alors, du coup, pour être directrice de microcrèche, je vais dire ce que je réponds aux mamans qui arrivent et qui sont épuisées et qui se disent que des fois, une petite claque éducative, c'est bien, ou qui sont perdues. Il y a tellement de choses qu'on demande aux parents de faire et de devenir. Moi, ce que je leur dis toujours, c'est arrêtez d'écouter les autres, écoutez votre enfant. Parce que c'est ce qui va guider en fait ce que vous allez faire. C'est avec ça que vous allez savoir comment réagir avec votre enfant. Vous allez savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est pas un tuto. On suit pas un tuto. On s'adapte à l'enfant et ce qui marche avec un premier enfant va pas marcher avec le deuxième. Donc à partir de là, je pense qu'il faut se baser déjà sur ce que l'enfant a besoin. Si c'est un enfant qui a besoin de plus de cadre, dans ce cas-là, resserrer le cadre. La violence, c'est pas. C'est pas mauvais, comme l'a dit mon collègue, c'est ce qu'on met derrière. Des fois, quand il y a un comportement qui est trop violent de la part de l'enfant, justement, il faut une réponse ferme pour que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui en décrocher une. Ça veut juste dire qu'il faut que l'enfant comprenne à ce moment-là que c'est trop loin. La limite, elle est là. Et pour ça, il y a tout un tas de choses sans passer par l'humiliation, le coup, la dévalorisation, etc. Voilà, c'est ce que je répondrai. Vous voulez réagir ? Donc, merci pour votre témoignage. Donc, la question était très vaste, donc je ne sais pas si je vais répondre totalement. C'est une question difficile que vous avez posée, notamment sur la violence, parce que personnellement, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus violente, de plus en plus extrémiste, à plein de niveaux. Et pour moi, ce qui me paraît important, en tout cas, c'est... ce qui me semble important pour les enfants à développer aujourd'hui, pour grandir dans cette société, ça me paraît être l'esprit critique, qui développent leur point de vue, qui développent leurs idées, qui croient en leurs valeurs, des enfants qui savent s'affirmer. Par exemple, si on prend l'exemple du harcèlement, et dans le harcèlement, il n'y a aucun rôle neutre. Il n'y a aucun rôle neutre. C'est pas le harceleur et la victime d'un côté, c'est aussi tous les témoins parfois passifs autour. Et ils sont passifs parce que justement, ils ont peur soit d'être victimes à leur tour, soit il y a la règle que la victime, elle n'est pas rentrée justement dans ce moule social. Et eux, ils se disent, moi pour l'instant, si je ne suis pas victime, c'est que je suis peut-être dans le moule social. Et pour y rester... à mon tour, je stigmatise la victime. Donc voilà, développer l'esprit critique, développer l'affirmation de soi chez l'enfant, chez l'adolescent. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, comme l'a dit la collègue, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de recette miracle. Et en plus, il y a une dimension fondamentale à prendre en compte, ce qui est la personnalité de l'enfant. Et ça change tout pour les parents parce que parfois ils se disent avec le premier c'était facile. Puis après, ils ont le deuxième, et puis après, ils ont le troisième. Enfin, vous voyez, c'est... Parfois, d'ailleurs, il y a des parents, ils se sont dit, le premier, c'était tellement facile que l'éducation positive, ça coulait de source, et puis ils remettent tout en question, parfois, avec le suivant. Voilà. Jean-Michel Pérez, vous aurez le mot de la fin ? Franchement, il faut donner envie aux gens d'avoir envie, quoi. C'est ça, non, mais c'est ça, c'est le seul truc. C'est la violence, c'est la vie, quoi. Il faut vivre. Et notre risque, c'est la peur. Dès qu'on a peur, on se crispe. Et dès qu'on se crispe, on revient sur nos archaïsmes. C'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est embêté, qu'on est en situation de pouvoir ? C'est qu'est-ce que je fais à l'autre quand il m'énerve, que c'est mon collègue de travail, et à l'université, j'en ai 700, et qui m'énerve. Et croyez-moi, il m'énerve matin, midi et soir. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et nos enfants, l'élève est au centre du système, soi-disant au niveau de l'école, mais vous ne trouvez ça dans aucun texte. Tous les profs vous disent ça. Mais vous allez voir, j'ai essayé de faire une thèse à un principal sur cette question-là. L'élève n'a jamais été au centre du système
dans l'éducation nationale. C'est le droit d'information aux parents qui s'est transformé en l'élève est au centre. Vous irez voir les textes de Jospin, parce qu'ils ont tous dit que ça existait. Ça c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on travaille dans des impensés qui sont hallucinants. On a 5 enfants qui se font... Enfin, un enfant qui se fait violer toutes les 3 minutes, un truc comme ça. Et bon, on le dit, puis ça passe, quoi. Hop, c'est oublié. Mais bon, c'est énorme. Et là, on est une cinquantaine. Donc, l'idée, c'est... Mais en même temps, nous sommes des humains. Et une simple parole, ça peut faire des choses absolument hallucinantes. Et la même parole, à un autre moment, ça va être une destruction. Plus on en parle, mieux c'est. Et puis, alors c'est vrai, il faut se faire confiance, mais c'est difficile de se faire confiance. Voilà. Par exemple, un enfant, moi je sais pas, ma fille, je voulais qu'elle dorme avec moi, donc j'avais mis un lit et elle dormait sur mon bras. Bon, mais s'il y a une assistante sociale qui passe, c'est foutu pour moi, quoi. Donc, ben oui, parce que l'organisation, elle est normative. Donc il faut subvertir de l'intérieur. Voilà, donc ça passe à tous les étages. Il y a plein de choses, rien. Enfin, Gandhi a dit une chose très belle, et il le faisait. Quand ses enfants l'embêtaient, il partait pendant 15 jours jeûner. Il revenait, il était... Mais les enfants, quand ils racontent ça, comme ils sont qu'amour, c'était terrible. Alors j'ai fait pareil. Je sais pas, je suis filmé. Quand elle faisait quelque chose, c'était une punition, je lui disais, tu es puni. Tu vas t'asseoir sur ta chaise qui est à côté, tu restes 5 secondes. Bon, et elle me disait oui ou elle me disait non. Si elle me disait non, bon, écoute, d'accord, mais c'est Mimi. Mimi, c'est le doudou. Qu'elle avait choisi, évidemment, parce que voilà, en vrai, je ne vous raconte pas l'histoire de Mimi. Et donc, c'était Mimi qui allait être punie. Alors là, c'était une catastrophe, parce que donc elle ne voulait pas. Et donc, c'est moi qui me punissais. À 14 ans, parce que quand ils sont grands, ils réfléchissent beaucoup plus, je ne pouvais plus faire le coup de Mimi. Alors, un matin, elle se lève, je ne sais plus ce qu'elle m'avait fait de pendable. Et donc, j'avais écrit, je suis un éducateur qui mérite de travailler sur son acte réellement. Et j'ai écrit ça 200 fois. Un adolescent, vous faites ça. Mais vous vous rendez... J'ai raconté ça à mon notaire, elle l'a fait. Et c'était assez extraordinaire, parce qu'un enfant qui est amour, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va le chauffer, quoi. Enfin, il ne va pas comprendre. Et alors, est-ce que ça provoque un enfant roi ? Un enfant roi, c'est un enfant isolé. Le roi est isolé. Un parent qui est en réseau de cette manière-là, il est isolé. Non, il faut dépasser le roi. L'enfant est Dieu, dirait Nietzsche. C'est-à-dire qu'il est à la fois ce qui est le plus fragile et c'est à la fois ce qui va nous advenir. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait devant un Dieu vivant de cette sorte-là ? Et comment on s'adresse à lui ? Mais pour ça, il faut je sais pas moi, 50 € par baffe, ça comme une amende, c'est réglé, c'est pas grave que vous mettez une baffe, ça vous a échappé, vous êtes sanctionné, c'est terminé, puis c'est tout. Puis si vous en mettez 50 de baffe, vous aurez des services sociaux, mais les services sociaux de la Suède à l'Allemagne, les gens sont cajolés. Ici, en France, Aziz Essadek l'a bien montré, c'est une catastrophe. Le temps que ça se fasse, il faut 1 an, enfin, c'est une catastrophe. Donc c'est très difficile quand on est, comme nous, dans une structure démocratique, posée, on arrive mais à dépasser ce stade, et comment on fait lorsqu'on a été abîmé, parce que les choix, ce n'est pas des vrais choix. Ma présidente d'université disait qu'elle voulait être aviatrice. Aviatrice, et c'est quelqu'un qui lui a dit « Mais non, tu ne seras jamais aviatrice, tu ne peux pas ». Et donc elle a choisi autre chose. Mais vous vous rendez compte, si on lui avait dit, vas-y, quoi, enfin essaie, tu verras bien. Ce qu'elle serait devenue aujourd'hui, voilà. Donc donner envie d'avoir envie, quoi. Bon. Ça sera la conclusion. Ouais, on est d'accord ? Super. Merci beaucoup. Merci à tous.